Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Anciens. Alors aujourd'hui, on est honoré d'accueillir sur notre podcast un entrepreneur, fondateur du Bon Stock. Il va nous parler un petit peu ici des valeurs du travail, même des valeurs générales. Donc tout de suite, c'est Nafer. Merci à toi Nafer, bonjour à Merci. toi. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Merci encore une fois d'intervenir sur notre podcast et merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. On est dans le showroom du Bon Stock. Exactement. Donc si tu veux bien, comme nos auditeurs le savent, on va revenir un peu sur ton parcours de vie, on voit un petit peu ce que tu fais à travers les réseaux sociaux. Donc on voit que tu es un entrepreneur, mais on ne connaît pas l'homme. Et nous, c'est ça qu'on veut savoir. L'homme que tu es, comment tu es devenu ce que tu es. Donc si tu le veux bien, moi, je vais te demander de faire un comeback et de me dire où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi. D'accord. Donc déjà, je me présente, Nafa, fondateur du Bon Stock. Je suis né en 1980 en Algérie, d'accord. Plus précisément à Béjaïa. Plus précisément encore, pour ceux qui connaissent CDH, plus précisément à Tifra, dans un village qui s'appelle Fetala. Donc je suis né en 1980. À la maison, pas à l'hôpital, voilà. Je suis né à la maison en 1980 et on est arrivé en France en 1982, donc j'avais à peine 2 ans. Voilà. Et j'ai fait toute ma scolarité ici en France. D'accord, on va revenir un petit peu sur tes parents, si tu le veux bien. Dans quelles conditions et comment ils sont arrivés en France? Bah, c'est d'abord mon papa qui est venu en France avant tout le monde, donc pour travailler. Il faisait des allers-retours en Algérie, etc. Ensuite, au moment où il a trouvé un travail stable, on va dire, sur Paris, et qu'il avait un appartement, etc. Et là, il a ramené toute la famille. Donc, en 1982, il avait 4 enfants. Il y avait mon frère, mes 2 frères et ma grande sœur. Il nous a tous ramenés en 1982, donc ce qu'on appelle le regroupement familial. Et ensuite, il y a ma petite sœur aussi, mais qui, elle, est née en France. Voilà. D'accord, très bien. Où est-ce que vous êtes arrivé, dans quelle ville? On est arrivé à Cergy. À Cergy préfecture, parce que tu as 3 Cergy préfecture, Cergy Saint-Christophe et Cergy le Haut, dans un quartier qui s'appelle les Touleuses. Donc un appartement avec 2 chambres et demie, avec 5 enfants. Ouais. Voilà. C'était normal à l'époque. Oui, c'était normal, c'était bien, c'était magnifique. C'était une belle époque. Ouais. Et ton papa, il travaillait dans quoi? Il était à un hôtel-restauration, l'hôtel Méridien, je sais pas si on peut le dire ou pas, sur Oh. Paris. Il était chef de rang et il a pris sa retraite justement, il est resté je crois de 76 à 2011 en poste là-bas. Comment ça se passait à la maison? Écoute, ça se passait bien. Il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens, mais on était heureux. On était heureux parce que il y avait la famille, il y avait les frères, les sœurs, les parents qui étaient présents. On allait au bled une fois tous les 2 ans. Non, c'était bien. J'ai que des bons souvenirs de. Voilà, il n'y avait pas aujourd'hui comme les moyens qu'on a aujourd'hui, pas de téléphone, mais on était heureux. Moi, je trouve que c'est la meilleure époque. Voilà. Bizarrement, les anciens, ils disent souvent ça. Les anciens, et ça serait bien même que les jeunes disent aujourd'hui, ah, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à l'époque, parce que vraiment, c'était une belle époque. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter un petit peu à la maison sur ce qui se passait, en frères et sœurs? Bah, à la maison, moi, j'avais un grand frère enfin, j'ai un grand frère, c'est encore mon grand frère, et qui lui a été très très bon à l'école. Donc, c'était quand même un modèle pour nous par rapport à l'école. Moi, j'étais pas forcément le premier de la classe, et il était beaucoup derrière moi, que ce soit par rapport à la scolarité, mais également par rapport aux fréquentations, etc. Parce que le papa, il part à 5 heures du matin, il rentre à 17h, 18h, après une grosse journée. Donc non, mon grand frère Malek a beaucoup contribué à ma non-dérive, on va dire. C'est parce qu'on était dans le quartier, il connaissait tous mes potes, etc., etc. Lui, c'était un ancien du quartier, donc il me surveillait un petit peu de loin, et dès qu'il sentait qu'il y avait un petit truc qui allait pas, hop, 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 il me rappelait à l'ordre, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Ouais. Tu parlais du quartier un instant. Est-ce que tu peux me décrire un peu comment était la vie dans le quartier, comment les grands, vos anciens, comment c'était? Au quartier, franchement, voilà, on a fait, faut bien que jeunesse se fasse, comme on dit, donc on a fait des petites bêtises, etc., sans forcément rentrer dans les détails. Il y avait le respect des anciens, il y avait beaucoup de respect pour les anciens. Donc après, non, c'était plutôt cool, on jouait au foot, on allait manger un petit grec de temps en temps, on restait dans le quartier à discuter jusqu'à pas d'heure. Les jours de l'an, c'était pas en discothèque ou quoi que ce soit, bon, ça arrivait peut-être 2-3 fois, mais le reste, on était entre potes,
Et franchement, c'était beau. C'était vraiment beau. Est-ce que tu On aimait bien jouer au foot. ah ça j'imagine. Voilà, on aimait bien jouer au foot sur le petit terrain de 5-5, jusqu'à pas d'heure aussi. Et voilà, c'était. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta maman? Bah, ma maman, à l'époque, elle travaillait pas spécialement. Elle faisait un peu de garde d'enfants, etc. Mais elle a été très présente pour nous. Pas de cantine, par exemple. Elle nous déposait le matin, elle nous récupérait le midi, elle nous redéposait à 13h30, elle venait nous chercher à 16h30. Et beaucoup présente, très très présente, ma maman. Donc, non, non, c'est. Mon papa, il a été dur comme il fallait. Voilà, il a été dur. Mais malheureusement, on est obligé. Quand tu vis dans un quartier, etc., et que tu n'as pas des parents et que tu es jeune, et que tu as 11 ans, 12 ans, 13 ans, et que tu n'as pas des parents qui serrent un peu la vis, tu peux vite partir à droite, à gauche. Et non, mon papa, il était assez dur, comme il fallait, j'insiste bien. Et ma maman, toujours présente, tout va bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Comment s'est passée ta scolarité enfin la primaire, quand tu as commencé? À la primaire, alors déjà, ça date, hein, donc j'ai pas forcément de grands souvenirs de la primaire, mais j'ai pas de mauvais souvenirs. Donc ça, c'est ce que je peux te dire. Après, en primaire, ça va, j'étais quand même assez bon à l'école. Après, c'est au collège que ça a été un petit peu plus compliqué, pour être transparent. Je voulais travailler, en fait. Je n'étais pas forcément pro études, même si aujourd'hui, avec du recul, j'ai des regrets. Si je pouvais avoir un regret, c'est de ne pas avoir été le plus sérieux de l'école. Mais le collège, ça a été un peu plus compliqué. Tu peux nous raconter un peu? Non, bah j'étais pas concentré, c'était pas une priorité pour moi, que ce soit les devoirs, que ce soit à l'école, s'il y avait moyen de discuter, de rigoler, etc. Bah j'étais le premier parti, etc. Et c'est pas forcément le bon exemple. Donc voilà, c'est même le brevet pour te dire, le brevet des collèges. Je crois que juste avant, j'étais en train de jouer au foot. Au lieu d'aller réviser, j'étais en train de jouer au foot de midi à 13h et je passais le brevet à 13h30. Donc non, c'est pas forcément le bon exemple et j'en suis pas forcément fier. Bah, c'est bien de le dire parce qu'en fait, à travers ça, on remarque que, bah, si un regret, comme tu l'as dit, c'est la scolarité et c'est important de le dire pour ceux qui nous regardent, pour les enfants et cetera. Exactement, exactement, parce que les études, c'est ce qui va vous construire et vous ouvrir des portes. Enfin, peut-être que si j'avais fait des études plus sérieuses et plus poussées, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais été un grand avocat. Par exemple, Peut-être que j'aurais été, ça serait pas le bon stock. Peut-être que le bon stock aujourd'hui, il aurait 10 fois plus de chiffre d'affaires. c'est vrai, c'est Donc vrai. après, on ne sait pas. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets en soi parce qu'aujourd'hui, je suis heureux dans ce que je fais. Je suis heureux dans ma vie. Donc tout va bien. Mais cette partie études, ça aurait été bien quand même d'assurer. Ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que, durant cette scolarité, on va dire primaire, collège, il y a des, personnes qui t'ont marqué, des anciens qui t'ont protégé, qui t'ont construit, qui ont été, on va dire des éléments importants dans ta vie qui t'ont construit? Bah, les anciens, je vais te dire, c'est mon grand frère, hein. Encore une fois, je vais revenir à lui, qui a été un modèle et qui m'a protégé. Comment il s'appelle? Il s'appelle Malek. Et Coucou Malek. coucou Malek. Et comment ça s'appelle? Après, c'est plus après le collège encore qu'il y a encore des anecdotes un peu plus par rapport au quartier et au travail. C'est, enfin, on peut même Vas-y. à partir de la troisième, malheureusement, vu les bulletins, etc., j'ai pas été accepté en général, en lycée général. D'accord, Donc à l'époque, vous aviez, ou peut-être maintenant encore, la conseillère d'orientation, c'est ça, ouais. c'est ça. Et le seul truc qu'ils m'ont trouvé, c'est un BEP tourneur-fraiseur Ah ouais? au CFA Donny. On a quel âge en troisième? Peut-être 14-15 ans. C'est ça. Bon, j'avais 15 ans, j'avais 15 ans. Et on m'a dit, bah, tu peux faire BEP tourneur-fraiseur au CFA Donny. Il n'y a pas d'autre solution, entre guillemets. Bah, donc, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai été au CFA Donny en alternance. Au bout d'une journée ou deux, je savais très bien que je ne ferais pas ça comme métier. Mais j'ai dit, je vais quand même passer mon BEP. Je vais rester les 2 ans. En plus, je gagnais un petit peu d'argent. Donc, pour être transparent aussi, à l'époque, on gagnait quelques centaines de francs. C'était en 1996.
Effectivement, c'était les en francs. 1996, donc quelques centaines de francs. Il y avait un mois où je gardais mon salaire et l'autre mois, je le donnais à mon père. Ah, c'est bien de le dire, ça. Voilà, donc je travaillais un mois sur deux pour le salaire. Le week-end, je travaillais à la base de loisirs de Cergy. Je ramassais les tickets dans les manèges, j'avais 15 ans, 16 ans. Et pareil, quand je rentrais, souvent, j'avais par exemple 150 francs. Je donnais 50 à ma mère, 50 à mon père et je gardais 50. Voilà, j'ai toujours été... voilà. Et c'est pas forcément qu'ils avaient besoin, mais même mon père, il me l'a dit même aujourd'hui. En fait, c'est plus pour nous donner la notion de l'importance de l'argent. L'argent, c'est bien et que ça va, ça vient, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, l'argent. Et donc, ouais, BEP tourneur-fraiseur, je me souviens de... En fait, l'école vous envoyait dans des entreprises pour faire des entretiens. Tous mes camarades, enfin peut-être 3 ou 4 camarades, ils ont fait un entretien à Sartrouville dans une entreprise de tuyaux flexibles Rudolf, ça s'appelait à l'époque. Et les 3, quand ils sont revenus, ils m'ont dit ah, fais attention, c'est un raciste, le mec c'est un breton, c'est un raciste et tout, prépare-toi à l'entretien. J'avais 16 ans, j'avais même pas 16 ans. Et moi, tant que je le vois pas de mes yeux, je ne croirais personne. Donc j'ai été, voilà, clairement. Et donc je m'assois, et je me souviens, hein, pourtant j'avais 15 ans, donc ça fait 30 ans. Et donc le gars, il me dit, on discute, et là il me demande mes origines. Et là je me suis dit, ah, c'est là où ça va peut-être partir. Donc je lui dis, je suis algérien, de Béjaïa, etc. Tout de suite, il lève son truc, son tapis de souris, il me sort une photo de lui sur un chameau à Hassim Saoud. Qui est proche de Béjaïa. Non, Hassim Saoud, c'est ouais. en Algérie. Attends, ouais, excuse-moi, ouais, dans le sud, ouais. Il me dit, j'ai travaillé en Algérie, vous avez un trop beau pays, j'aime beaucoup les Algériens. Le gars, il s'est libéré. Il m'a dit, écoutez, normalement, je dois le dire à l'école, avant, mais sachez que c'est vous qui allez bosser ici. Les autres, l'un, il était trop mou, l'autre, il savait pas parler. Je dis, en fait, il est pas raciste. Il est raciste du mec qui est trop mou et du mec qui sait pas parler. Ouais. Et au final, il a kiffé la personne, etc. Et le fait que je sois algérien, peut-être que ça a joué par rapport au fait qu'il ait vécu en Algérie. Mais pendant 2 ans, dans l'entreprise, voilà, il n'y avait pas de... Comme quoi, il faut toujours se fier à ce qu'on voit nous. C'est important. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Bon, ce qui est intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est que déjà, dès le départ, on va dire dès la seconde, t'as eu tout de suite... t'étais tout de suite professionnel, t'es rentré dans le monde du travail. Est-ce que ça t'a forgé à aujourd'hui, ce que tu es devenu? Ça m'a permis de mûrir plus tôt, déjà, parce que quand tu travailles à l'usine et que tu as 16 ans, et que tu travailles avec des personnes qui ont 30, 40, 50, 60 ans, que tu manges la gamelle avec eux le midi dans le vestiaire, des filets de maquereau ou des salades niçoises, je peux te dire que oui, ça te permet de mûrir, tu discutes différemment, etc., etc. Oui, à 16 ans, ça m'a permis d'être, pas un homme, mais presque. Mais presque. Oh, ça m'a permis d'être mûr plus rapidement et d'avoir la notion également de l'importance des choses plus rapidement également. Ouais. Intéressant, hyper intéressant. Je vais revenir sur le fait que tous les 2 mois, si je me trompe pas, tu donnais de l'argent à tes parents. Un mois sur 2. Donc 1 mois sur 2. Pourquoi tu le faisais? C'est important de le dire, parce qu'on s'entend en termes de valeur. Je sais que on ne veut pas trop parler de ça, mais en termes de valeur, c'est important. Je le faisais parce que mon père, il travaille. Bon, mon père ne m'a pas demandé. Voilà, ça c'est important de le souligner. Il m'a pas demandé. C'est juste que dans les conditions dans lesquelles on vivait, mon père, qui était un acharné au travail et qui touchait pas non plus des salaires mirobolants, on était quand même 5 enfants à la maison, etc. Pour moi, c'était juste normal. Il n'y avait rien de... C'était normal. C'était logique de le faire. Je suis logé, je suis nourri. Même si tu vas me dire, bon, c'est normal, c'est tes parents, c'est normal qu'ils te logent et qu'ils te nourrissent. Oui, bah dans ce cas-là, c'est normal aussi pour moi, enfant, de les aider. Donc, non, pour moi, c'est normal. Il n'y avait pas de... Et si j'aurais pu donner plus, j'aurais donné plus. Super, c'est beau. Et ensuite, comment tu as évolué après cet entretien passé avec ce patron? Bah après, pendant les 2 ans, j'ai assuré. Franchement, j'ai bien bossé. Tu faisais quoi exactement? Bah je faisais des pièces dans l'aéronautique. Ah ouais. Je fabriquais des pièces pour l'aéronautique. On faisait de la peinture sur des pièces d'avion. Je fabriquais des pièces. J'avais des plans avec un tour ou une fraiseuse. J'étais plus sur le tour. Et des pièces en laiton, des pièces en... Et je me souviens même, il y avait des collègues qui refaisaient, par exemple, des disques de frein, en fait, quand ils sont usés. Ouais.
Et en fait, tu as juste à enlever la fine couche au-dessus, ils redeviennent tout neufs. D'accord. Et il y en a qui venaient ramener leurs disques de frein, et ils les réparaient. Ou bien il y en avait qui venaient, je les voyais fabriquer des trucs, je disais c'est quoi? Ils disaient ah, c'est une sortie de pot d'échappement. Et ils Ouais, fabriquaient leur sortie de pot d'échappement à l'usine. C'était cool. ouais, j'imagine. C'était cool. Moi, à 16 ans, moi, j'avais pas encore de voiture, mais non, c'est vraiment de rentrer dans le monde du travail. Ça a été quelque chose où, ouais, ouais, ça m'a permis de mûrir. Et puis, j'ai été sérieux. J'ai été sérieux, sauf, entre guillemets, le jour de la finale de la Coupe du Monde. Mais même là, dans mon non-sérieux, j'ai été sérieux. Ah, raconte-nous. Bah, j'ai été, après la finale, on a été sur Paris pour fêter ça sur les Champs-Élysées, etc. Sauf qu'on a raté le dernier train. D'accord. Et moi, je commençais à l'usine à, je te dis une bêtise, à 7h30 du matin, par exemple. Et pour revenir de Paris à Cergy, tu passes par Sartrouville. Et donc, il y avait mon usine où je travaillais. Et il devait être, je sais pas, 6h du matin, par exemple. Je dis, bah, dans ce cas-là, je vais descendre, je vais à l'autre. Mais j'ai appelé mon patron sur la route. Je dis, voilà, bonjour. Hein. Et il me dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, écoutez, pour être transparent, la France a gagné hier. J'ai été sur Paris fêter ça. Et je viens à peine de rentrer et j'ai pas dormi. Enfin, je suis sur la route, j'ai pas encore dormi. Est-ce que ça vous dérange pas que qu'aujourd'hui je reste à la maison et je me repose? Parce que il m'a dit non, mais juste parce que tu as été honnête et que tu me l'as dit que t'es pas rentré, il m'a dit juste pour ça, vas-y, on va te reposer et on comptera comme si tu avais travaillé. Ah ouais. Comme quoi l'honnêteté, ça paye. L'honnêteté, ça paye toujours. Donc, et ce jour-là, il m'a dit non, tu peux rentrer, tu vas dormir et demain tu viens en forme et on est tous contents pour la France, donc tout va bien. Ah, Et super. juste le fait que j'ai été honnête, même pour lui, il s'est dit c'est un gars bien. Ah ouais. Voilà. C'est beau. Franchement, c'est beau, c'est Ouais. intéressant. Donc là, tu es sur tes 2 ans de BEP. 2 ans de BEP. Comment ça se passe? Tu les valides? Oui, oui, j'ai eu mon BEP tourneur-fraiseur. J'étais à l'école, j'étais bien aussi au CFA Denis. Donc parce que après moi, je faisais toujours un peu de, bon, je sais pas s'il faut le dire ou pas. Je faisais toujours j'ai toujours été un peu commerçant. J'achetais et je revendais. Donc même pendant mon BEP, je faisais un peu de business. J'achetais quelqu'un qui vendait une montre, je l'ai acheté, je la revendais là-bas au CFA. Même des profs qui m'achetaient, etc. Des trucs. Et donc non, ça a été 2 ans franchement bien. Ouais, bien, bien, bien. Donc tu as validé ton BEP. Voilà. Donc tu l'obtiens et ensuite? Ensuite, j'ai voulu continuer l'alternance. Donc j'ai voulu aller dans le commerce parce que les 2 ans peut-être de BEP où je faisais un peu de business, ça m'a donné peut-être goût à la vente. Donc j'ai dit que je voulais faire un bac pro commerce. Donc fallait trouver. L'école c'est facile à trouver. Le plus dur c'est le patron. Et là mon papa qui connaissait un patron d'un bureau de tabac au centre commercial aux Trois Fontaines à Cergy, Monsieur Belaïdi, mon père à son âme, et qui m'a pris lui en alternance. Donc là, j'avais à peine 18 ans. Il y avait Monsieur Belaïdi, Madame Belaïdi et les salariés. Et moi, j'ai fait mon bac pro en alternance dans un bureau de tabac. Je vendais des cigarettes, des cigares, des coupes-cigares, des briquets, etc., etc. Et c'est quoi comme bac que tu passes à ce moment-là? Bac pro commerce. Bac pro commerce. Bac pro commerce en alternance. Et très rapidement aussi, je pense aussi du fait d'avoir toujours été dans le monde du travail, très rapidement, on m'a fait énormément confiance. Quand je te dis confiance, c'est moi qui allais déposer la caisse à la banque. D'accord. Elle me prêtait sa voiture et j'allais à la banque avec la caisse. Elle me donnait des chèques en blanc, j'allais chez le fournisseur pour acheter du matériel et c'est moi qui gérais. Pour les entretiens, elle me demandait mon avis. Ah ouais. Ouais, vraiment. Pour les entretiens, elle me demandait mon avis. Donc très rapidement, dans le monde du travail, j'ai toujours été et voulu être le meilleur. Voilà, j'ai toujours voulu être le meilleur, le leader, que ce soit là ou avant. Quand je fais quelque chose, je le fais bien ou je le fais pas. Donc vraiment, ça a été pendant les 2 ans d'alternance. Voilà, j'étais limite un responsable là-bas. D'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur ce qui se passait dans le tabac? Forcément, il doit y avoir des choses Alors, plus ou moins étonnantes. la plus grave, on va dire, c'était sur la fin, quelques semaines avant de passer le bac. Il y avait des vols. Ok. Il y avait des vols. J'étais le seul, je crois que j'étais le seul maghrébin de quartier du tabac. Et quand je te dis des vols, c'est pas des petits vols. C'était des vols où la police est intervenue, D'accord. a convoqué les autres vendeurs. Mais moi, ils m'ont pas convoqué.
Et il disait clairement aux autres vendeurs, lui, parlant de moi, est-ce qu'il vole? Alors eux, ils volaient tous, hein. Il y avait des preuves, il y avait tout. Moi, je ne peux pas, c'est l'ami à mon père. Et j'avais quand même, à cette époque-là, même si on n'avait que 17, 18 ans, j'avais quand même des valeurs. Et à un moment, bon, il y a toutes ces affaires-là, et la patronne qui vient me voir, moi je me souviens très bien, on était à l'arrière-boutique dans la réserve, à côté du vestiaire. Elle me dit, voilà, la police sont venus me voir, je ne sais plus trop quoi penser, etc. Je dis, écoutez, je passe le bac là dans quelques semaines, mais j'en ai rien à faire du bac. J'ai pris ma veste. Je dis, moi, s'il y a un seul doute que vous avez sur moi, que je vous vole ou quoi que ce soit, je préfère même pas, je reste même pas chez vous. J'ai pris ma veste. Et là, elle m'a attrapé par le bras. Elle m'a dit, je suis désolé, mais je dis, mais c'est quoi? Je suis seul rebeu de cité et ils veulent m'attraper alors que j'ai rien fait du tout. Il y a des caméras, il y a tout ça. Vous voyez, je suis tous les jours avec vous. Quand vous faites des entretiens, je suis avec vous. Comment je vais voler? Comment? Et pourtant, les autres, ils ont tous dit, hein, moi j'ai volé, ils ont tous volé. Et moi, j'ai pas volé. Et au final, on est resté, elle s'est excusée, j'ai passé mon bac que j'ai validé. L'année d'après, elle voulait me garder en CDI. Elle m'a gardé en CDI pendant 1 année et ça s'est très bien passé. Et vraiment, c'est peut-être, enfin, des anecdotes comme ça de choses qui auraient pu me gâcher ma vie du fait d'être rebeu de quartier. Et en plus, dans le quartier à côté de là où je travaillais, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, pardon, où ça m'est arrivé. Dans mon autre alternance, il y a eu encore un problème. Ah, vas-y, si C'est, tu peux, si tu as des souvenirs. ah ouais, bon, en gros, au centre commercial, donc tout le monde me connaissait. Déjà, j'habitais à côté, mais tous les commerçants, les directeurs, etc., ils venaient au bureau de tabac. Et tu avais le directeur d'Auchan qui venait acheter au tabac. Et je me souviens encore une fois, j'étais dans l'escalator, en claquette, en short, mais j'avais tout, pour te dire, le mec, il est sérieux. J'avais toujours sur moi ma petite sacoche avec des CV à l'intérieur. Tu vas me dire, c'est un malade. Toujours. Parce qu'il me fallait que je fasse de l'alternance pour faire mon BTS. Donc, je cherchais un patron. Je suis dans l'escalator, et là, je vois le directeur d'Auchan. C'était en 2001. Et donc, fin juillet, ou peu importe. Et je dis, voilà, écoutez, je cherche un patron pour l'alternance, pour mon BTS Action Commerciale. Et il m'a reconnu. Il me dit, avec plaisir. Je lui donne mon CV. Il me dit, est-ce que tu es disponible la semaine prochaine pour venir faire un entretien? Je dis, non, je vais en vacances. Et je me souviens, j'étais parti, mon frère il vivait en Guadeloupe à l'époque. Je suis parti du 15 août 2001 au 15 septembre 2001. Je lui ai dit, non, je vais partir le 15 août. Je reviens le 15 septembre. Il m'a dit, bah, après le 15 septembre, on vous reçoit en entretien. Et donc, j'avais déjà déposé mon CV à l'accueil d'Auchan. Ça, c'est important, cette information. Et donc, le 15 septembre, je rentre. Il m'appelle direct. Je vais faire l'entretien. Voilà, piston à 100%. Les gars, ils me disent, bon, vous venez de la part du directeur. Qu'est-ce que vous aimez vendre? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et moi, j'avais à l'époque un Motorola, je crois V50 ou autre. Et j'aime bien les téléphones. Il me dit, bon, vous venez au rayon téléphone mobile. Je dis, ok, super. Je commence à bosser. Et vraiment, période d'essai d'1 mois, je crois, pourtant j'étais là que 2 ou 3 jours par semaine. J'étais le deuxième meilleur vendeur. Je vendais mieux que d'autres qui étaient là à plein temps. Ah ouais. Je faisais de la mise en rayon. J'étais comme toujours je veux l'être, j'étais le salarié modèle. Et donc déjà après, je reçois un courrier au bout d'une semaine. Désolé, mais on va pas vous prendre, quoi. Et en fait, c'était le courrier de celui que j'avais déposé à l'accueil. Donc rien à voir. Finalement, c'est bon, tout va bien. Une semaine avant la fin de la période d'essai, il y a mon chef de rayon qui vient et qui me dit, Nafa, est-ce que tu peux venir nous voir dans le bureau? J'avais à l'époque 20 ans. J'avais 20 ans, 2001. Donc je vais dans le bureau, là tu as le chef de rayon blanc, le chef de rayon brun et le directeur. Ils étaient 3, avec les ordinateurs devant. Et moi j'arrive comme ça. Oui, voilà, ils étaient mal à l'aise. Ils me disent, voilà, suite à ta période d'essai, on a décidé de ne pas te conserver. Moi je comprends pas, je dis, attends, je suis meilleur vendeur. Tout ce qu'ils me disent de faire, je le fais. Qu'est-ce qui se passe? Et là je leur dis, écoutez, encore une fois, j'avais 20 ans, t'as pas encore donc, je leur dis, pour éviter de refaire les erreurs que j'ai fait chez vous, même si j'ai l'impression que j'ai pas fait d'erreur,
Est-ce que vous pouvez me dire ce qui n'a pas été pour éviter que je reproduise la même erreur chez mon nouvel employeur? Et là, ils se sont regardés, ils ont dit, bon, à la base, on n'est pas obligé de te le dire, parce que c'est une période d'essai, mais on va te le dire, on t'a vu, enfin, quelqu'un du magasin t'a vu en train de jouer avec des personnes qui posent problème au magasin. En fait, tu avais le directeur, je crois, de la sécurité qui habitait vers le quartier où j'habitais. Il m'a vu jouer au foot avec des gars qui foutaient le bazar à Auchan. D'accord. Et là, je les regarde. J'avais deux solutions. De prendre l'ordinateur, de leur jeter sur la tête. Mais là, ça aurait confirmé que j'étais un voyou. Ou, je les ai regardés, je leur ai dit, écoutez, ces personnes-là, c'est pas des amis, c'est mes frères, c'est mes cousins. On a grandi ensemble. Leur maman, c'est ma tata. Je peux pas changer mon cercle d'amis pour Auchan. Je dis désolé, ça, je peux pas. 20 ans, je leur serre la main. Je leur dis, écoutez, franchement, je suis dégoûté. Vous savez pas à quel point. Je dis, mais je peux rien faire. Je leur serre la main et je leur dis au revoir. Sauf que là, leur bureau, il faut traverser tout le magasin pour aller au vestiaire. J'ai pleuré. Je dis la vérité, j'étais abattu. J'ai dit, c'est quoi ce délire? C'est pas possible. J'arrive au vestiaire et là, tu as un gars de l'association CF, je sais pas quoi, CGT ou peu importe. Il me voit dans un état dégoûté. Et moi, je lui dis, ah, c'est bon, laissez-moi tranquille. Pour moi, tout le monde était méchant. Alors que c'était que le directeur de la sécurité au final. Il m'a attrapé contre le vestiaire. Il m'a dit, tu me dis tout de suite ce qui se passe. Je dis, ben voilà, ils m'ont viré parce que ils m'ont vu avec quelqu'un qui... Il me dit, ah, ça va pas se passer comme ça. Il m'a dit, tu bouges pas. Il va voir la DRH, il revient, il me dit, tu vas voir la DRH. Donc je vais voir la DRH. Et là, elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, madame, s'il s'est passé quelque chose, vous êtes la DRH, vous êtes au courant. Elle me dit, ah, dites-moi. Bon, je lui dis, voilà, ils m'ont viré parce que si, parce que ça. Elle me dit, ah, c'est un malentendu. On veut pas vous virer. Est-ce que vous voulez, si vous voulez, je demande à Auchan qui est pas loin, à Onib, de vous prendre si vous pouvez plus travailler. Je dis non, je veux prouver que je vais réussir dans ce Auchan, ici. Elle s'est excusée, elle m'a dit rentrez chez vous, prenez votre journée, etc. Voilà. Et après, ils m'ont gardé. Ils m'ont gardé. J'ai fait 2 ans où, encore une fois, j'étais le meilleur. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, j'étais le meilleur vendeur. À part l'autre fille qui, lui, était à plein temps, j'étais donc le 2e meilleur vendeur en étant là que 2 ou 3 jours par semaine. J'ai assuré. Voilà, donc c'est quand même une anecdote qui va... Enfin, si j'en parle, c'est que ça m'a marqué. Pour te dire que les fréquentations, etc., ça peut poser des problèmes. Voilà, faut faire attention avec qui on marche. Quand même. D'accord, une belle anecdote. Ouais. Ensuite, à ce moment-là, tu es en BTS. Est-ce que tu as validé ton BTS? J'ai pas validé mon BTS. J'ai pas validé mon BTS. Mais ça y est, j'étais dans le monde du travail. Et Auchan voulait me garder après. C'est moi qui ai refusé de travailler en CDI. Tu avais le directeur de Darty qui venait... Parce qu'en fait, on faisait à l'époque des relevés de prix. Je sais pas si ça se fait encore. Tu vas avec ta fiche. Le mec de Darty, il vient au champ. Il voit combien tu vends le Samsung E700. Il l'écrit. Comme ça, lui, il va s'aligner. Et toi, tu vas aussi dans leur magasin, tu prends des notes. Et le mec de Darty, il venait souvent à Auchan. Donc, il parlait avec moi, etc. Et quand il a su que ça y est, c'était la fin de mon contrat, il m'a invité à passer à Darty. Et il m'a proposé de bosser en CDI à Darty, qui était pareil dans le centre commercial. D'accord. Avant de continuer sur le monde du travail, à un moment donné, tu dis que tu es parti en vacances, ça m'a fait penser à l'Algérie. Et c'est la question que je t'ai pas posée, est-ce que tu allais à ce moment-là régulièrement en Algérie? Oui, bon, on allait que en Algérie à l'époque. À l'époque, je pense qu'entre mes 0 et mes 21 ans, j'ai été que en Algérie, sauf une fois à 21 ans en Guadeloupe, comme je t'ai dit, pour voir mon frère, et la 2e fois au Maroc, avec mes amis. On a été à Oujda jusqu'à Agadir en voiture, c'était magnifique. C'est les 2 seules fois, et une fois dans le sud, pardon, et une fois dans le sud. Mais le reste, c'était que en Algérie. Mes parents, ils m'ont jamais emmené de nulle part qu'en Algérie, mes parents. Est-ce que tu peux un peu nous raconter à travers la famille, etc., comment ça se passait les vacances, les valeurs que tu as reçues là-bas? Alors nous, on partait soit en voiture, soit en avion. À l'époque, il y avait le Méridien, ils avaient un accord avec je ne sais plus quelle compagnie aérienne, donc mon père il payait moins cher les billets,
mais en liste d'attente. Je me souviens, des fois, on attendait à l'aéroport pendant X heures. Ouais, parce qu'en fait, il avait des prix, mais c'était toujours en liste d'attente. D'accord. Donc, tu montes dans l'avion s'il y a de la place. Dès qu'il y a de la place, tu montes. Voilà. Et en Algérie, moi, j'étais un peu foufou en Algérie. Par exemple, je te dis une bêtise, ils aimaient pas trop que tu te balades en short. Surtout dans les villages. Et moi, j'ai toujours dit, il fait 50 degrés. Voilà. Et mon grand-père, il avait dit une fois à ma grand-mère, elle a dit, tu lui dis rien du tout, tu le laisses. Sinon, il viendra plus nous voir. Il veut être en short, laisse-le. Et même mon papa aujourd'hui me dit, des fois il me dit, non, mais mets un pantalon. Je dis, papa, il fait 40 degrés, on est au mois d'août, laisse-moi tranquille. Voilà. Après, tu mets des shorts un peu plus longs aujourd'hui, mais en Algérie, moi, j'ai eu que des bons moments là-bas, je kiffais. Et puis les gens m'aimaient bien. On jouait au foot avec des sacs, tu sais, des sacs de lait. Ouais, je vois. Les sacs C'est de lait, pareil. voilà. Ou bien on fabriquait des petits trucs avec les roulettes, avec les boîtes de schéma. Tu te souviens? On fabriquait ça. On allait à la plage à Abdjaya, on avait des belles plages. On a des belles plages. Donc on allait souvent à la plage, etc. Donc non, j'ai des souvenirs, des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Je vais revenir maintenant sur le côté pro. T'arrives à Darty. Là, j'arrive à Darty. Donc à Darty, contrairement à Auchan, où là, tu as juste un salaire, à Darty, tu es payé à la com. Plus tu vends, plus tu gagnes. Encore une fois, toujours vouloir être le premier. Je peux le dire devant les caméras, et même les anciens collègues, etc., ils vont le confirmer. J'étais le meilleur vendeur en téléphonie. Voilà. J'avais faim, comme on dit. C'est ça. J'avais la dalle. Voilà. J'étais là, je bougeais. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris à parler et à écouter. C'est très important d'écouter. Effectivement. C'est très, très important. Et pendant que je parlais avec un client, tu as des autres clients qui étaient à côté, qui discutaient entre eux et qui se posaient des questions. Tiens, celui-là... Et moi, ce que je faisais, pendant que je parlais, je lui répondais à la question, à l'autre. Voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le mec, il comprenait pas, il disait, attends, il parle avec moi, il écoute. Mais des fois, là, il y en a un. Mais des fois, tu en as 3 ou 4. Ah ouais. Et le collègue, quand il arrive et qu'il dit, bonjour, je peux vous renseigner? Non, c'est bon, le monsieur, il s'occupe de nous. En fait, en faisant ça, tu bloques le client pour toi. Je comprends. Ouais. Et des fois, tu avais 4 ou 5 clients dans le rayon, mais c'était mes clients. Pour te dire. Ouais. Et c'est là où j'ai vraiment appris à parler et écouter en même temps. Ça a été vraiment une belle école. Ça a été vraiment une belle école. Et tu avais, je me souviens aussi, un policier qui venait souvent nous contrôler là où on habitait. Et lui, il venait tous les ans avec sa femme et ses enfants, que moi. Il achetait avec personne d'autre. Pourtant, il prenait des forfaits. À l'époque, tu étais bien payé les forfaits. Hein. C'était, en fait, tu prenais le forfait, tu avais des options SMS, options illimitées, etc. Et chaque option que tu mettais, tu touchais 10 euros, 20 euros. D'accord. Ça pouvait aller des fois jusqu'à 100 euros. Et c'est pas négligeable. Et surtout que l'option SMS, je te dis une bêtise, où toi, tu vas toucher 20 euros, elle est gratuite, par exemple, pendant 2 mois. Tu lui mets, et tu disais au client, si t'en veux plus, bah, tu la supprimes pendant 2 mois. Mais tu touches quand même ta com. Ah ouais. Tu vois? Et c'est là où c'est à Darty, ça a été vraiment une très très belle école. Et les responsables m'aimaient beaucoup. Je suis resté quand même de 2003 à 2008, je crois. Je suis resté 5-6 ans. Ouais, 5-6 ans. 5-6 ans à Darty. Oh, c'est une belle école, comme tu as dit, c'est hyper intéressant. Ouais. Après, tu as évolué comment après ça? Alors, après Darty, déjà, j'ai toujours voulu devenir chef de rayon à Darty. Mais ils ont toujours refusé. Voilà. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu as en plus, mis à part le salaire? Avoir des responsabilités et transmettre ses connaissances, etc. Et même être responsable, c'est bien. Effectivement, c'est vrai. C'est bien d'avoir des personnes que tu vas gérer. Ils ont toujours refusé. Ensuite, il y a mon grand frère, on va revenir encore à mon grand frère, qui était directeur commercial dans une boîte dans les télécoms, qui vendait des logiciels pour les call centers. Et il cherchait un commercial. Non, pardon, excuse-moi, il avait un client qui vendait. Il y a eu autre chose avant. Et il y avait un client à lui qui vendait des casques pour les centres d'appel, qui cherchait un commercial. Donc mon frère me le présente. Donc là, c'était en 2008 ou 2009. Donc je fais l'entretien, il s'appelle Bruno Belloir. Donc je vais le voir à Elancourt. Costume, déjà ça change de Darty, costume, etc. J'y vais. Direct, le gars, il a bien aimé. L'énergie, la manière de parler, etc.
Il m'a proposé un poste de commercial, voiture de fonction, ça je connaissais pas, une Audi A3 toute neuve, voiture de fonction avec un très bon salaire, etc. Je suis rentré, j'étais content, j'ai dit, donc je vais voir Darty. Voilà, écoutez, je vais poser ma démission parce que j'ai trouvé un nouvel emploi, etc. Ils m'ont pas retenu autant que ça, ils m'ont dit, t'es sûr, etc. Je pose ma démission et ils changent de directeur à Darty. Et là, je reçois un appel d'une ancienne collègue, elle me dit, le nouveau directeur, il voudrait te rencontrer. Donc, je vais le rencontrer, je vais manger avec lui. Et là, il me dit, donc on discute, super sympa. Et il me dit, voilà, en gros, j'aimerais que tu reviennes à Darty. Je dis, mais pour? Il me dit, en chef de rayon. Je dis, mais attendez, ça fait des années que je demande de passer chef de rayon. Et maintenant que je pars, vous me le proposez. Il me dit, en fait, tu étais tellement bon sur le terrain en tant que vendeur que si on t'enlevait, pour nous, c'était une perte de chiffre d'affaires. Et je lui dis, écoutez, le problème, c'est que si vous m'aviez passé chef de rayon, des mecs comme moi, vous en auriez eu 10. Parce que je leur aurais transmis toute la manière de bosser, le sérieux du travail, etc. Je leur aurais tout donné. Et vous en auriez eu peut-être 10 comme moi. Parce que je n'étais pas obligé de former quelqu'un dans la téléphonie. Je peux former quelqu'un à vendre. Si tu sais vendre, tu sais vendre. Ah, c'est vrai. Un vendeur, c'est un vendeur. J'aurais formé des gars qui auraient été aussi bons que moi, ou peut-être meilleurs. Mais désolé, je me suis engagé avec l'autre. C'est trop tard. Ils ont insisté un petit peu, mais non. Trop tard. Je me suis engagé. La parole fait l'homme, comme on dit. La parole fait l'homme. Ouais. Et même à Darty, tu as des horaires, on était en 35 heures. Et au mois de décembre, où là, c'est un mois, un gros mois dans le commerce, tu as tes 35 heures, mais tu peux travailler autant que tu veux. En fait, tu as tes 35 heures, par exemple, de 10h à 15h, le jeudi. Si tu veux rester jusqu'à 20h, c'est ton problème. Tu toucheras les coms, tu ne seras pas payé à l'heure après. Tu toucheras les coms que tu touches entre 15h et 20h. Et ben pendant le mois de décembre, je travaillais du lundi au dimanche, de 10h à 20h. Ah ouais, pour charbonner. Je t'ai dit, on avait faim. Et après, au mois de janvier, quand tu touchais ton salaire de décembre, plus ton 13e mois, parce qu'il y avait un 13e mois, je peux dire que tu étais content. Ah, t'étais content. Et là, et en plus, tu voyais en temps réel ce que tu as cumulé en chiffres. Et mes collègues, ils devenaient fous. Parce qu'ils disaient, repose-toi. Je dis non, c'est bon. Je ne sortais pas à l'époque. J'allais pas, tu sais, le soir, je rentrais, soit j'allais un petit peu dans le quartier, mais je sortais pas spécialement. J'étais travail. À ce moment-là, tu vivais toujours avec tes parents? J'ai toujours vécu avec mes parents jusqu'à mon mariage. D'accord. Ça a été comme ça. Je te dis, depuis mon plus jeune âge, je me voyais pas aller vivre tout seul. Je dis, le jour où je pars de chez mes parents, c'est le jour où je me marie. Voilà. Et ça a été, alhamdoulilah, comme ça. Alhamdoulilah. Voilà. Comment ça a été la suite et combien de temps t'es resté dans cette boîte? Dans la boîte, je suis resté 2 ans. Pareil, plein d'anecdotes. Vas-y, hein. On aime ça, nous aussi. Un exemple, c'était pendant la période d'essai. Il y a mon directeur Bruno il y a un client, comment il s'appelle, la tour à Asnières, là, la tour d'Asnières, un très gros client, hein, je me souviens pas du nom, qui voulait commander, je crois, une 150 casques sans fil, etc. Tu comptais peut-être 300-400 euros par casque. C'est comme un gros projet. Et il me dit, écoute, on va se rejoindre là-bas à 9h. Vu que le rendez-vous est à 9h30, on se rejoint à 9h, comme ça je te brief, etc. Et on y va ensemble. Comme ça, je t'accompagne pour ton premier rendez-vous. Je dis, c'est cool. Donc moi, quand même, la veille, il y avait un collègue qui s'appelait Alain. Et je lui dis, est-ce que tu peux me montrer un peu comment refaire une petite piqûre de formation? Donc il me montre un peu le casque. Le lendemain, j'arrive à 9h, il répond pas. Le directeur commercial. Ah ouais. Bruno. Il répond pas. Il m'envoie un message. Il me dit, ouais, je suis un peu fatigué ce matin, s'il te plaît, je te laisse gérer. Période d'essai, un projet de plusieurs dizaines de milliers d'euros, il me dit, je te laisse gérer. J'ai géré. J'ai été, je suis rentré, bonjour, et j'avais 27, moi j'avais quel âge, 2007 alors 26 ans, 2008-2009. Je rentre, je fais la démo, je repars avec le chèque. Ah ouais. Trop fier. J'imagine. Et il était au bureau en pleine forme. Je dis, Bruno. Et il me dit, je voulais que tu gères. Je voulais que, déjà que tu me prouves que allais réussir et que tu te prouves à toi-même que tu es un bon. C'est aussi qu'il avait confiance en toi. Il avait confiance en moi.
Il a toujours eu confiance en moi. Et là, je suis rentré avec le chèque et tout. J'étais trop fier de moi. J'étais sur la route, je dansais, j'étais content. Ah, J'imagine. j'étais trop content. Je pense que même, cette fierté, au-delà de l'argent que tu peux empocher en Non, c'est pas une prime, question d'argent, c'est une exactement, question c'est de fierté. ouais, Même si j'étais rentré et que c'était un projet de un casque et que j'étais rentré avec un chèque de 300 euros, j'aurais été autant content. ouais, Vraiment. j'imagine. Tu en as d'autres des anecdotes comme ça? Bah, t'avais un client, et d'ailleurs, une parenthèse, je l'ai livré il y a quelques semaines. Il y a même une vidéo avec lui, il s'appelle Alexandre Sarrault. Et je l'ai livré il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines. Et il y a Alain, c'était Alain qui gérait son compte. Lui, c'était un revendeur. Et il appelle Alain et lui dit, voilà, j'ai un projet à Bruxelles, chez Bank of New York, OK. pour une centaine de casques, etc. Est-ce que tu peux venir avec moi? Et Alain, je l'entends, il va voir Bruno. Il dit, ah, c'est bon, lui, avec ses projets, c'est toujours il veut me faire aller jusqu'à Bruxelles. Moi, j'y vais pas, il se débrouille. Moi, j'entends ça. Et il y va pas. Alain, il était vraiment en place dans la boîte. Et Bruno, il me regarde. Il me dit, Nafa, tu veux y aller? Je dis, ouais, ça me fait une balade, il va à Bruxelles. Et Alain, il me briefe. Encore une fois, faut toujours voir de ses yeux quand on te parle de quelqu'un. Quelqu'un, il te dit du mal de quelqu'un, ne le crois pas. Tant que toi, il t'a pas fait du mal à toi, c'est pas... Voilà. T'es averti, un homme averti en vaut deux, comme on dit, mais il faut toujours se fier à son propre jugement. Je dis, écoute, ouais, ça me dérange pas. Je vais chez Alexandre, donc, je dis une bêtise, à 7h du matin. Je passe la journée de 7h du matin au soir avec lui. On prend le train à Gare du Nord, on va jusqu'à Bruxelles. Il arrive à Bank of New York, il est chez lui. Il fait des blagues limite déplacées, il rigole avec tout le monde, il fait la bise à tout le monde. Il est chez lui, à Bank of New York. C'est fou, hein. Et les mecs, tout de suite, boum, ils payent. Pareil, on parle de dizaines de milliers d'euros. Et là, je rentre, tel un héros. Alain, il était dégoûté. J'imagine. Il était dégoûté, parce que c'est moi qui a touché la Mmh. com. Et Bruno, il a dit bravo. Et voilà, en fait, on m'a toujours fait confiance parce que je suis quelqu'un qui fonce. J'ai pas peur de. On perd pas, on apprend. Je connais plus le proverbe, c'est ça. On perd pas, on apprend. Et j'ai appris. J'ai appris et j'ai pas peur de foncer. Et il faut casser des murs, mais c'est pareil, il faut y aller. Voilà. Ah, c'est beau Ouais. ces expériences, ces Ouais. anecdotes. D'ailleurs, tu engranges pas mal d'expérience, c'est intéressant. Tu restes combien de temps dans cette boîte? Je suis resté, je pense, 2 ans. 2 ans, parce qu'après, mon frère voulait me prendre. Ah, d'accord. Donc, après, j'étais là en boîte où bosse mon frère. Où bossait mon frère. Donc, Ça se passait comment? t'avais le fondateur, t'avais mon frère qui était juste en dessous, le directeur commercial, et moi j'étais commercial. Donc ça a duré, je pense, entre 2008-2009 jusqu'à 2015. 2008-2009 jusqu'à 2015. Et ça s'est super bien passé. On me faisait confiance. On me faisait confiance. En plus de ça, on vendait des logiciels pour les call centers. On a développé énormément l'Algérie. D'accord. Tu avais presque tous les centres d'appel qui passaient par nous. Donc j'y allais très régulièrement, je te parle de centaines de nuits par an. Euh, Tous les clients presque passaient par nous. L'avantage en fait qu'on avait, c'était qu'on fournissait le logiciel pour les call centers, mais également des fois on servait de pont. Je ramenais également des clients pour les centres d'appel. OK. Donc j'allais voir par exemple ceux qui faisaient des panneaux solaires à l'époque. Voilà, si vous voulez, j'ai des centres d'appel en Algérie qui peuvent travailler et faire votre prospection. Je prenais pas de com. Mais le fait de leur ramener un client, bah, ils achetaient le logiciel chez toi. OK, je comprends. Voilà. Donc, Commercial jusqu'au bout. commercial jusqu'au bout. Et donc après, c'est vrai qu'après, dans l'énergie renouvelable, bah, il y avait pas mal de monde qui me connaissait sur Paris. Hein, parce que je leur ramenais des centres d'appel. Bah, c'est ce qui est intéressant dans ce qui ressort aussi, ce que moi j'arrive à voir à travers tout ce que tu dis, c'est que quand tu bosses bien et que tu es à fond dans le taf, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, on te fait confiance. Exactement. C'est le sérieux, l'investissement, le plaisir aussi. Parce que si tu prends pas de plaisir, ça se voit directement. Et toujours viser à être pas le deuxième, faut viser à être le premier. Même si tu es le deuxième, mais que tu as essayé d'être le premier, c'est pas grave. Faut toujours essayer d'être le meilleur. Franchement, c'est beau, c'est beau. Après ça, c'est le bon stock ou il y a eu autre chose entre-temps? Non, Il y a pas mal de choses? après mon frère, il a eu une mauvaise expérience avec le patron. Et donc mon frère a quitté. Et donc j'ai quitté. D'accord.
Il m'a dit, t'es sûr? Parce que je touchais un bon salaire. J'ai dit, mais je peux pas travailler pour quelqu'un qui a fait, entre guillemets, du mal à mon frère. Je ne peux pas. C'est pas possible. Oui, mais quand même. Non, non, non. La famille. La famille avant tout. Donc j'ai quitté. Et ensuite, j'avais deux solutions qui s'offraient à moi. J'avais le leader des logiciels pour centre d'appel. D'accord? Donc j'ai fait un entretien, même plusieurs peut-être. Et ils m'ont proposé un poste directement avec une offre écrite, avec un fixe, plus un pourcentage des ventes, mais pas de voiture de fonction ou autre. Mais ils m'ont dit, il faut venir le lundi matin, rendez-vous au bureau pour nous expliquer ce que tu vas faire dans la semaine, ton planning. Le vendredi, faire un rapport de ce que tu as fait dans la semaine. Ça, je détestais. Moi, je suis commercial, je suis autonome. Demande-moi un chiffre d'affaires. C'est tout. Ne me demande pas plus. Il n'y a pas de rapport, de je sais pas, j'étais contre ça. Et ils me disent, voilà, ton salaire entre temps et temps de chiffre d'affaires, tant, ça arrivait jusqu'à 1 million d'euros. Et là, je dis au gars, je dis, oh, mais si je fais 3 millions d'euros, je fais quoi? Il me dit, c'est le même salaire. Pour l'instant, on n'a pas calculé. Je dis quoi, je fais 1 million ou 3 millions, je touche la même chose à l'année? Il me dit oui. Je dis, mais dans ce cas-là, pour être transparent avec vous, j'ai quelqu'un qui veut acheter au mois de novembre. Je donne un exemple. Au mois de novembre, j'ai déjà atteint mon objectif de l'année. Le gars, au mois de novembre, il veut acheter. Ben, je vais tout faire pour le faire signer en janvier. Pour être transparent avec vous. Exact. Il me dit, mais non, mais il faut que tu penses à la boîte, etc. Je dis, oui, je pense à la boîte, il n'y a pas de problème. Mais je suis commercial. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent. Voilà, c'est comme ça. C'est logique que je fasse ça. Et n'importe qui fera ça. Même si moi, vous ne me prenez pas suite à ça, un autre commercial, on est le 28 décembre. Il a fait son objectif. Il dit, ah, je vais le faire signer dans 3 jours, comme ça je toucherai ma com. C'est logique. Mais peut-être que dans ces 3 jours-là, ce client va peut-être prendre un autre fournisseur. C'est vrai. Juste le fait que vous ne l'ayez pas commissionné sur ce truc-là. Et ben, malgré que ce que je leur ai dit, ils ont quand même voulu me prendre. Parce qu'ils savaient que voilà, j'étais quelqu'un de professionnel, etc., etc. Et ensuite, mon frère m'a présenté un petit gars qui avait une petite boîte, qui faisait 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires, mais qui cherchait à développer sa partie commerciale. Un directeur commercial. Et pareil, voiture de fonction, par contre, avec un salaire fixe, plus des commissions. Donc, j'ai plutôt opté pour la petite boîte. Je me suis dit, je préfère être dans une petite boîte où il n'y a pas trop de casse-tête, où tu sais que tu feras ce que tu veux, tant que tu fais ton chiffre. Donc, j'ai préféré aller dans cette petite boîte-là. Voilà. Bah raconte, là, ta petite boîte. Est-ce que c'est différent? Est-ce que l'expérience est différente? Comment ça se passe? Ça a été une bonne et une mauvaise expérience. Mais dans un mal, il y a toujours du bien, je pense. Ça s'est bien passé. Sauf qu'il n'avait pas vu venir que j'étais un aussi bon commercial. C'est vrai, hein, parce que je rentre dans une boîte qui fait 15 000 euros de chiffre d'affaires, il te donne un pourcentage du chiffre d'affaires que tu rapportes. Et sauf qu'au bout de quelques mois, je lui ai multiplié par plus de 10 son chiffre d'affaires. D'accord. Donc automatiquement, il m'a donné un salaire en adéquation. Jusqu'au jour où tu as des nouveaux actionnaires qui veulent acheter des parts dans sa boîte, qui regardent un peu les bilans, les trucs, etc. Et il dit, ah, c'est qui ce gars-là que tu payes tant? Il me dit, bah, mais il fait tant de chiffre d'affaires, c'est normal que je le paye tant. Non, 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 c'est pas possible, on peut pas donner autant de salaire à quelqu'un, tu vois avec lui. Et là, il vient me voir, clairement, il me dit, écoute, est-ce que je peux te passer ton salaire fixe à temps, et au lieu de te donner 5% de chiffre d'affaires, te donner 1%, par exemple. En fait, ça divisé par 2 mon salaire. Ouais, d'accord. Je lui dis non, c'est pas possible, maintenant tu me demandes pas d'enlever 200 euros pour... Je dis non, c'est pas possible. Et en fait, ils voulaient, eux, recruter des gens à l'étranger pour prospecter, etc., pour prendre mon poste, tout simplement. Mais j'ai refusé après. C'est parti dans tous les sens. Il m'a dit clairement, ton salaire, il est indécent. Après, j'ai commencé à être suivi. Jusqu'au jour où ils m'ont convoqué dans un... Je ne sais pas si je devrais en parler, mais ça a été un peu traumatisant. Vraiment, ça m'a traumatisé des patrons. Ça m'a traumatisé des patrons. Jusqu'à un jour, ils sont venus clairement, ils m'ont dit soit tu acceptes les nouvelles conditions de travail, soit on te met plus bas que terre. Wow. C'est des mots. Et je leur ai dit, écoutez, je vais réfléchir. Ma réponse était non. Hein. Mais je leur ai dit, écoutez, laissez-moi le temps de réfléchir. Et je reviens vers vous. Je leur ai serré la main et je suis parti. J'ai éteint mon téléphone.
Depuis ce jour, j'ai éteint mon téléphone. Pas retourner. Je suis pas retourné. J'avais de la vie. Ouais, j'imagine. Donc après, ça a été licenciement, prud'homme, etc., etc. Mais ça a été un peu, ouais, ça a été un peu. Une fois, il m'avait suivi. C'était un vendredi, je partais du bureau, par exemple, à 15h. J'avais un rendez-vous avec Farid, un client qui avait un centre d'appel en Tunisie, et dans un café à Anguin, je crois. Et, et je vois, en fait, lui, le patron, il était parti, je crois, 1 heure avant. Hein. Moi, je pars à 15h et je le vois derrière. Je vois qu'il me suit. Je dis, oh, bizarre. Je roule, je roule, je roule. À un moment, lui passe sous un truc, moi, je bifurque et je vais m'asseoir avec Farid pour discuter d'un projet. Et là, il m'appelle. Il dit, ouais, pourquoi t'es parti à cette heure-là de travail? C'est 17h. Et moi, taquin, je lui ai dit, écoute, j'ai fait une grosse semaine, pas mal de chiffres, j'étais KO. Je rentre, je suis fatigué. Non, les horaires, c'est pareil pour tout le monde, il n'y a pas de... Je dis, mais calme-toi, je suis avec un client. Ouais, c'est ça. Farid, tu peux dire bonjour? Il se connaissait. Je suis avec Nafa, qu'est-ce qui se passe? On est en train de parler de mon projet, là, de centre d'appel. Il m'appelle. Il dit, ah, vas-y, rappelle-moi après. Je ne vais même pas rappeler. Et c'était ça après, et là, je te dis ça, ça a duré des mois et des mois. D'accord, ouais, donc c'était compliqué ça. Ah ouais, ça a été très dur, parce Ouais. que mon salaire peut-être était indécent, entre guillemets, à ses yeux, mais le chiffre d'affaires que je rapportais, il était Ouais, énorme. c'est ça qui est fou, il voit pas. Et ça m'a traumatisé des patrons. Parce que quand tu as un patron que, je te dis une bêtise, tu es à la caisse, pas un salaire fixe, tu n'auras pas de problème avec ton patron. Mais une fois que ton patron il va te payer des gros salaires et que tu es commercial et que tu es commissionné, et moi, j'ai toujours voulu être le premier dans tout ce que je fais. Et je veux pas me fixer des limites. Donc, malheureusement, bah voilà, ça s'est fini entre guillemets mal. Et comme je te dis, c'est un mal pour un bien. Parce que après ça, je me suis mis au chômage. Je voulais plus de patron. Vraiment, je ne voulais plus de patron. Ça m'a traumatisé des patrons. Et je touchais un bon Pôle emploi, un bon chômage. Mais je l'ai réinvesti. J'étais en Roumanie, j'étais en Allemagne, j'étais aux Pays-Bas, j'étais en Belgique, pour chercher quelque chose à acheter. Tout ce que je touchais, je le réinvestissais. Et après, il y avait un gars ici qui vendait des produits de Darty, qui étaient un peu cabossés, etc. J'étais en Roumanie aussi, j'ai acheté 1200 machines à café, Dolce Gusto et Nespresso, et j'investissais tout. En 3-4 mois, j'ai tout vendu. Ah ouais. Énorme. Ah ouais. Donc c'est comme ça que c'est devenu le côté entrepreneur. C'est comme ça que c'est venu le côté entrepreneur et que c'est devenu le bon stock. Je voulais faire du bon stock. Voilà. Dès qu'il y a une belle affaire, tu viens. Donc au départ, c'était des machines à café, Au départ, c'était électroménager. électroménager, d'accord. Électroménager, une machine à laver, des frigos, etc., etc. On livrait, les gens venaient chercher. Ouais. Ah, super. Donc le bon stock, ça commence avec ça. Ça commence Ça avec évolue ça. le bon stock. Bah, ça commence avec ça. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai gagné. Mais fallait être au magasin, parce que c'est un magasin, de 9h du matin à 20h. Vu que c'était un dépôt, c'était dans le froid. Et c'était pas forcément pour moi. Moi, je suis pas quelqu'un du matin. Même aujourd'hui, hein. Je suis pas quelqu'un du matin. Et jusqu'à un jour, il y a un gars qui est venu, qui vendait des matelas. Et il m'a dit, voilà, tiens, t'as une petite place là-bas. Si tu veux, je te mets un matelas soulier, t'essayes et tu vois ce que ça donne. Tu vends, tant mieux, tu vends pas, c'est pas grave, je le Tu récupère. connaissais quelque chose au matelas à ce moment-là? Non. Rien. Donc, j'ai dit, si t'es un bon vendeur, Tu sais tout vendre. t'as un bon produit, t'as un bon vendeur, tu peux tout vendre. Sauf que sur 10 personnes qui rentraient dans le magasin, il y en avait peut-être 3 qui achetaient un matelas. Mais avec les 3 matelas que tu vendais, tu gagnais autant qu'avec les 10 D'accord. qui achetaient autre chose. Et en plus, c'était moins casse-tête, parce qu'il est roulé. Tu le mets dans la voiture, merci, au revoir. Et là, j'ai été voir le proprio, j'ai dit, écoutez, laissez tomber, je ne joue plus sur mon truc. J'ai arrêté de faire tout le reste et je me suis concentré dans les matelas. Pourquoi? Encore, c'est une autre chose qui est importante, c'est que je préfère être le meilleur dans un domaine que être moyen dans plein de domaines différents. Ah, c'est vrai. Je veux être le meilleur dans mon domaine, dans un domaine. Aujourd'hui, je vends des matelas à des lits. C'est ce que tout le monde voit sur les réseaux, etc. Mais je fais pas que ça. Je fais des canapés, je fais des tables, je fais des chaises, je fais plein de choses. Mais je veux être le premier dans le matelas. Il y en a plein qui vont acheter leur électroménager, leur ameublement ailleurs, mais ils se disent le matelas, c'est ici. Parce que c'est lui le leader du matelas. Ça, c'est beau. Comment tu te formes à vendre des matelas quand tu connais rien à ça? Au début, c'était facile, parce qu'il y avait moins de concurrence qu'aujourd'hui. D'accord.
Les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Enfin, ça m'a aidé tout court, c'est même pas beaucoup, ça a été la chose qui m'a aidé, c'est les Tremplin, réseaux quoi. sociaux, voilà. J'avais quand même, c'était en 2018, où j'avais 37 ans. 37 ans, les réseaux sociaux, moi, j'avais Skype à l'époque, mais j'ai jamais même Facebook, j'avais pas de Facebook avant. Donc j'y connaissais rien. Donc au début, je faisais une photo, deux photos d'une machine à laver, je marquais le prix, merci, au revoir. Après, tu as des gens qui m'ont donné un peu de force, des gens qui étaient sur les réseaux. Tu avais à l'époque même Zaki19, je sais pas si tu ne parles Ouais. pas. Je le connaissais pas. Je lui envoie un message sur Snapchat. Lui de Nigel, c'est ça? Ouais. Et je lui envoie un message sur Snap, ça c'était en 2018, et je lui dis, écoute, voilà, je suis un jeune entrepreneur, est-ce que tu peux juste me faire une petite vidéo pour me donner de la force? Ni une ni deux, en quelques secondes, je reçois une vidéo. Le bon stock, allez tous chez lui. Moi, personnellement, quand je vais emménager, j'irai directement chez lui. Super sympa. Maintenant, c'est un sur, je sais pas combien qui te répond. Mais je balançais comme ça des bouteilles à la mer. Ceux qui me répondaient, tant mieux. Ceux qui me répondaient pas, c'est pas grave. Après, tu avais un gars qui n'est plus présent, je crois, sur Snap. Il avait beaucoup, beaucoup de followers. Et il cherchait à l'époque un lave-linge ou un sèche-linge, je sais plus. Il habitait dans le Nord. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit voilà, cherche un lave-linge, si tu veux, on s'arrange, tu me files le lave-linge, je viens le chercher et je te fais plein de pubs. Je dis bah vas-y. Il est venu, il a pris son lave-linge, c'était facile à l'époque, encore une fois. Aujourd'hui, il te demande des prix. Voilà. Il est venu, et souvent il me partageait. Et ça m'a fait grave vendre. Donc non, j'ai eu quelques personnes qui m'ont donné de la force, pas beaucoup, et ça m'a aidé. Ouais, ça m'a aidé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je peux donner de la force à quelqu'un, je le fais avec grand plaisir. On m'envoie des fois des messages, combien tu prends? Je prends rien. Maintenant, une fois, il y a un gars, il venait, il m'a envoyé un message, il faisait de la pub, enfin pardon, il faisait des lavages auto, etc. Et il m'a dit, ouais, combien tu prends pour une pub? Il voulait me donner, je crois, 200 ou 300 euros. Je lui dis, écoute, viens laver mon camion, je te fais une vidéo pendant que tu le laves, et ça fait ta pub. Il me dit, oui, mais tu vas gagner quoi? Je dis, je vais gagner rien, ça te fait la pub, moi j'ai lavé mon camion. Il était trop content. Parce que je suis pas un influenceur. Un influenceur pour mon métier à moi, pour mes matelas. Je ne suis pas un influenceur pour... voilà. Je suis même un peu contre. C'est important de le dire, c'est Ouais. important de le dire. Ouais. Bah là, on est dans ton showroom. Est-ce que tu peux un peu nous raconter? D'ailleurs, pour info, on va mettre toutes les infos sur, on va mettre une vidéo. Pas de souci. Mais avant ce showroom-là, il n'y avait pas de showroom. C'est vrai, raconte-nous, ouais, effectivement. Donc, quand j'ai laissé le dépôt à Cergy, et que je faisais que les matelas, tu avais ce fameux revendeur qui avait un petit dépôt dans son fond de jardin. Et les gens, quand ils venaient, j'allais chercher... Non, ils m'appelaient, ils me contactaient sur Snap, etc. C'était vers 2018-19. Ils venaient me contacter, moi j'allais là-bas charger et j'allais livrer. J'avais un petit Citroën Berlingo avec des sangles et des barres de toit et je livrais, voilà, tout seul des matelas et des sommiers. Sauf que les gens ont commencé à me contacter le soir, à 21h. Allô, écoute, il me faudrait un matelas. Je dis, frérot, je ne sors pas à 21h pour un matelas. Il va sortir une fois, deux. Après, quand tu l'appelles tous les jours, il va dire, non, désolé. Sauf que moi, j'ai toujours voulu être réactif. Tu m'appelles à 23h, je te ramène ton matelas. Toujours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mis quelques-uns chez moi, dans mon garage. Comme ça, les gens m'appelaient et je vendais ce que j'avais dans le garage. Et ensuite, pendant le Covid, ce fournisseur-là ne voulait plus me vendre de matelas. Tout simplement, ne voulait plus me vendre, mais il vendait aux autres. Donc, je comprenais pas. Après, les autres, c'est souvent des membres de sa famille, etc. Donc, je lui dis clairement, je dis, dis-moi que tu veux favoriser ta famille, je le comprends. Mais ne me dis pas, il n'y a pas de produit, alors que moi, je vois très bien sur Snap, etc., qu'il y a des produits. Donc, il n'a pas voulu me vendre, tout simplement. Donc, j'ai dû trouver une autre solution, etc. Et pendant le Covid, là, j'étais auto-entrepreneur. Et pendant le Covid, ça a été un tremplin énorme. Comment ça se fait? Parce que les gens étaient chez eux, 24/24. Beaucoup dans leur lit. Et c'est là qu'ils se rendaient compte de l'importance du matelas. Okay. Parce que tu passes 18 heures par jour dans ton matelas, à regarder des séries, à manger, à dormir. Ton matelas, au bout d'un moment, tu vas dire, finalement, il faut qu'on change. Et tu as un gars là qui te livre 1 heure plus tard. En plus, c'était le Covid. Ça veut dire qu'il n'y a pas de circulation. Aujourd'hui, tu me dis, viens me livrer à 17h à Orly, un vendredi,
Je te dis, écoute, s'il te plaît, on va te livrer à 21h. Mais à l'époque, c'était magique. Ouais, j'imagine. Nuit et jour. Je partais du matin au soir. Et en plus, je snappais. Donc les gens, ils voyaient ce qui se passe dehors. Et des fois, je livrais des personnes qui avaient des restos. Tu pouvais pas manger sur place. Mais moi, je snappais des places sur place. Sans dire où j'étais. Ah, c'est où? On veut nous aussi manger au resto. C'est où? C'est où? Alors, désolé, je peux pas dire. Tu vois? Ouais. Et je snappais. En plus, non, ça a été le Covid, pour moi, ça a été le tremplin. Et d'ailleurs, j'ai créé ma société, parce que j'étais auto-entrepreneur, en octobre 2020. Ouais, donc en plein Covid. Ouais. Voilà. C'est là où l'auto-entrepreneur, bah, t'atteins le plafond rapidement. Donc, c'est en octobre 2020 que j'ai créé la société. Quand tu crées la société, il te faut un endroit aussi pour stocker. Oui. Oui. C'est là que tu as commencé à Argenteuil? Non, non, non. Avant Argenteuil, j'étais à Herblay. Ok. J'étais à Herblay. J'avais un local qui faisait peut-être 70 mètres carrés en long et avec une mezzanine. Avec 3 murs, enfin 1, 2, 3 murs de parpaing. D'accord? Et un rideau métallique. Il y avait un garage, il y avait des personnes qui envoyaient des vêtements, etc. dans leur pays, etc. C'était la zone. C'était vraiment la zone. Vraiment. Et moi, ce que je fais, donc il n'y avait pas de bureau. Donc j'avais ma petite voiture, je restais devant, je mettais des horaires sur Snap, je restais devant mon ordinateur je restais dans la voiture. Ah ouais, c'était le bureau, la voiture. Et dès qu'il y avait, parce qu'il y avait le chauffage en hiver, Ah. et dès qu'il y avait un client qui arrivait, bah, j'ouvrais le rideau, je leur montrais les matelas. Et j'avais le showroom à l'étage, et je me souviens, j'avais même accroché une bâche au-dessus du showroom, sur le mur de parpaing, parce que tu avais des oiseaux. Ok. Et qui faisaient leurs besoins. Ouais. Et pour éviter que ça touche les matelas, bah, j'ai mis une bâche sur le truc. Et, et ouais, je restais dans la voiture et j'attendais les clients, en sachant qu'il y avait plein de clients qui ont fait demi-tour. Parce que quand tu rentrais dans cette zone, déjà à l'accueil, c'était une caravane qui t'accueillait. Ah ouais, d'accord. Et il y avait les grandes poubelles des fois où ils brûlaient les trucs. T'avais plein de voitures cabossées, t'avais des fringues partout. C'était la zone. Ouais, la zone, ouais. C'était la zone. Donc je sais qu'il y a plein de monde qui a fait demi-tour. D'où du fait aussi que j'ai bougé de là-bas. Et mais, encore une fois, j'en faisais des allers-retours. Parce que j'avais pas de deux camions. J'avais pas de Renault Trafic, j'avais pas de Renault Master. J'avais un berlingot. Ouais. Sauf que quand tu as 5, 6, 7 livraisons, je crois que le max que j'avais fait, c'était 6 allers-retours. Ah ouais, quand même. Tu viens, tu pars. Tu viens, tu pars 6 fois. Mais des fois, tu arrives à Orly, tu avais 2 livraisons à Orly, par exemple, bah, tu n'avais pas de place pour mettre les deux. Tu allais à Orly, tu reviens au dépôt chargé, tu retournes à Orly. Dur, ça. C'est pas dur. Ouais. Franchement, quand c'est pour toi, tu vas me dire, ouais, t'es livreur, c'est galère. C'est pour toi. Donc, franchement, non. C'était pas dur. Ouais. Après, comment t'arrives à Argenteuil? Bah, après, il faut évoluer. Le showroom, au bout d'un moment, dans le froid, et tu as quand même une image où, au bout d'un moment, le bon stock, ça commence à être un petit peu connu. Et qu'il te faut aussi un peu plus de place pour stocker. Qu'il te faut plus de place pour présenter tes produits. Et j'ai été sur le bon coin, j'ai trouvé cette annonce. Et encore une fois, c'était quand? C'était peut-être en 2021. La boîte, elle avait même pas un an. Ce local, il y avait des autres boîtes dessus qui étaient beaucoup plus anciennes. Mais mon dossier, c'est lui qui est passé. Je suis tombé sur un agent immobilier qui était bon, qui m'a bien vendu. Et aujourd'hui, la propriétaire, elle passe de temps en temps, elle boit un café. Ce local, pourquoi? Parce que c'est pas loin de la maison. D'accord. Ça, c'est important. Tu remarqueras en bas, il y a un petit papier où il y a marqué « Je suis à 15 minutes ». J'habite à 10 minutes à peu près. Pourquoi? Quelqu'un qui vient à 21h et il voit ça, je viens. D'accord. Ou bien des fois, si c'est un peu calme, je peux rentrer chez moi, me poser un peu à la maison, quelqu'un m'appelle, je reviens. Je suis toujours opérationnel. Ouais, t'es 24 sur 24 limite. 24 sur 24 limite. Voilà. Ah, c'est que t'en veux, c'est bien. Ouais, ça devient J'en veux, et encore aujourd'hui, je te dis, ça m'est arrivé encore récemment de rentrer, de tourner à 23h, il y a quelqu'un qui m'appelle pour un matelas, je le emmène direct. La priorité au client. Ah oui, l'immédiateté, c'est très important. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, de toute façon on va mettre toutes les infos sur le lieu, sur ce que tu as dans le catalogue, mais est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que tu fais?
Ce qui est important dans le showroom et dans le stock, déjà, c'est d'avoir du stock. C'est important pour moi d'avoir toujours du stock pour pouvoir livrer le client rapidement. Le showroom, il y a plein de pièces. Donc, quand je suis arrivé au début, je me suis dit, tiens, je vais casser les murs, je vais faire un showroom, un open space comme tous les magasins. Et comme ça, les matelas, on les verra de partout, etc. Mais j'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai jamais voulu faire comme tout le monde. D'ailleurs, au début, quand je vendais des matelas sur Snapchat et que je voyais des personnes des réseaux sociaux, ils me disaient, ah, tu fais quoi? Je dis, ah, je vends des matelas. Tu vends des... Je me souviens à l'époque, c'était Just Riyad. Ouais. Je l'avais croisé à côté dans un resto. Et ça date. Hein. Et je lui dis, il me dit, pourquoi tu vends des matelas sur Snapchat? Mais arrête de te foutre de moi. Et je lui montre. Je dis, putain, il vend des matelas sur Snapchat. Il prend mon téléphone, il me fait une vidéo. Gentil. Si vous voulez prendre des matelas, c'est chez lui, etc., etc. Alors qu'il ne me connaît même pas. Il m'a donné de la force. Ouais. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein qui m'ont donné de la force sans rien demander en retour. Et en général, quand on me demande quelque chose en retour, de toute façon, j'en veux pas de ta force. Moi, je suis comme ça. Je donne de moi-même. Je me demande pas. Et donc, je lui dis, je ne veux pas faire comme tout le monde. Déjà, vendre des matelas sur Snapchat, c'est pas commun. Et finalement, à l'époque, c'était des bureaux. C'était une boîte dans le bâtiment. Ils avaient leur bureau. Chaque pièce, c'était un bureau. Et en bas, ils stockaient leur matériel. Et j'ai voulu laisser les portes pour... Je me suis dit, mais attends, qui va venir essayer des matelas? Des hommes, des femmes, des fois séparément, des fois ensemble. Quel type d'homme, quel type de femme? Bah, tu as tout type de femmes. Tu as des femmes même qui viennent en jupe, qui viennent des fois en mini-jupe. Tu as des fois des couples qui vont pas forcément oser s'allonger devant toi, ensemble. C'est un peu intime. Et c'est là où j'ai décidé de garder les portes. Parce que quand je vois ou quand je sens, la fille, elle vient en mini-jupe, elle essaye un matelas. Je veux qu'elle sente qu'il n'y a aucun regard sur elle. Je ferme la porte. En général, par exemple, si elle essaye le matelas qu'il y a là-bas, je ne vais pas m'asseoir ici. Même si la porte elle est fermée. Je ne veux pas qu'elle sorte et qu'elle me voie. Je vais m'asseoir là-bas en face. Si elle essaye ici, je vais m'asseoir ici. Je ne veux surtout pas être dans son angle de vue. Ou quand il y a un couple, peu importe le couple, je leur dis, essayez, allongez-vous. Et si vous voulez fermer la porte, comme ça, vous êtes un peu plus. Mais je reste pas avec eux dans la chambre. Alors, je reste pas avec eux. Parce que déjà, cette façon de, quand tu es allongé et que tu as un vendeur au-dessus de ta tête qui est en train de te parler, tu peux pas rester longtemps. Ouais. Tu peux pas être concentré. Ouais. Et encore pire, tu es allongé, il s'accroupit à côté de toi, devant ton visage, en train de te parler. C'est limite, voilà, c'est limite un peu trop intime. Ça peut être gênant des fois. Ça peut être très gênant. Donc non, je les laisse essayer. Quand ils sortent de la pièce, là, on fait le point. Voilà, celui-là, il est dur, celui-là, il est mou, celui-là. Et ils me disent des fois, ouais, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'on veut. Je dis, c'est compliqué peut-être de savoir ce que tu veux, mais c'est pas compliqué de savoir ce que tu veux pas. Parce que des fois, tu t'arranges sur un matelas, tu dis, ah non, c'est trop dur. Ah non, non, c'est trop mou. Élimine. On va aller par élimination. T'en as des fois qui viennent, qui disent, non, moi, c'est le nuage. Voilà. Ils l'ont vu partout, ils l'ont vu chez leurs cousins, chez leurs frères, etc. Ils viennent, ils valident. Mais t'en as des fois, ils sont un peu indécis. Donc déjà, tu fais par élimination. Et en général, franchement, sur ceux qui viennent au magasin, j'ai un taux de concrétisation très, très important. Tant mieux. Voilà. L'importance de l'accueil, du conseil, de prendre le temps. Voilà, c'est pas de l'abattage. Surtout que 80% des clients, mais peut-être même plus, ne viennent pas au magasin, moi. Ils m'appellent par téléphone ou ils m'envoient des messages sur les réseaux sociaux. Bonjour, je veux ce matelas. Bonjour, je veux un matelas très dur de 30 cm. Lequel... Mais 80%, ils viennent pas. Donc des fois, je vais être là au magasin de 14h à 19h, j'ai 0 client qui vient. D'accord. Mais j'ai 8 livraisons ou 10 livraisons le soir, juste grâce au téléphone. Donc je suis là sur mon téléphone, je réponds aux gens, je fais des petites vidéos, etc. Et des fois, quand il y a des gens qui viennent, bah là, il faut être opérationnel et prendre le temps. Et je donne priorité aux personnes physiques. Si je suis avec des clients, je ne vais pas répondre à tout bas, mon téléphone, etc. Ouais. Super. Merci beaucoup. Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ta vie. Si tu as quelque chose à rajouter, dis-nous. Après, il y a un autre tournant. Un autre tournant, c'est la création de la marque. Ouais. C'est la création de ma propre marque. En fait, avant, j'achetais une marque, des marques, et je les revendais. Sauf qu'à un moment, j'ai commencé à vendre des matelas à des personnalités. D'accord? Et quand je livre des personnalités, je fais toujours une petite vidéo avec eux. Donc, ils ont le matelas soit dans les mains, soit ou autre, et ils disent merci de bon stock, j'ai commandé mon matelas, etc., etc. À l'époque, c'était Samina Seri, Doc Gynéco, Agathe Prou, plein de personnalités. Mais c'était pas ma marque.
Donc au final, je retrouvais soit des captures d'écran ou des vidéos où on supprimait la partie le bon stock, D'accord. parce qu'à l'époque, je montrais pas ma tête. Limite, je parlais même pas, je crois. Et tu avais des concurrents, ou même les fournisseurs, qui prenaient cette photo ou cette vidéo-là et qui disaient « Samy Nasseri nous a fait confiance. D'accord, waouh. Agathe Pro a acheté chez nous. » Oui, elle a acheté chez vous, mais c'est chez moi qu'elle a acheté. Elle a acheté votre marque. Mais c'est chez moi qu'elle l'a acheté. Vous n'avez pas le droit de vous servir de... Donc après, j'ai commencé à marquer sur les vidéos le bon stock partout. Et ça faisait moche. Ouais. Tu avais une vidéo d'Agathe Pro ou de Doc Gynéco avec plein d'écrits le bon stock. Ça fait moche. T'entends ce qu'elle dit, oui, mais c'est pas joli à voir. Et après, tu avais un des fournisseurs qui a commencé également à vendre ces matelas à des petits supermarchés. Mais limite, le supermarché les vendait au même prix que moi je les achetais. D'accord. Je ne peux pas. Toi, tu viens acheter un matelas chez moi à tel prix, et un mois plus tard, tu vois qu'il est dans tel magasin à 2 fois moins cher. Ouais. Ton image, elle est foutue. Je comprends. Donc, j'ai arrêté de bosser avec. Directement. Quitte à perdre, c'est pas grave. Reculer pour mieux sauter, comme on dit. Après, j'ai commencé à me pencher pour faire ma propre marque. J'ai fait des salons. J'ai visité des usines. Beaucoup en Turquie. En France, un petit peu. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'en France, ça va être compliqué par rapport au budget. Ouais. En fait, le prix que tu payais le matelas à l'achat en France, c'était le prix auquel je voulais le vendre. Je comprends. Donc, très, très compliqué. Et j'ai visité pas mal d'usines dans plein de villes en Turquie. Et il y avait tous les prix, toutes les qualités. Je crois que j'ai pris l'une des plus chères. D'accord. Vraiment. Ce qui m'a fait choisir cette usine-là, le plus important, c'est qu'elle avait plein de clients en France déjà, depuis de nombreuses années. Elle avait plusieurs camions qui venaient en France par semaine. Donc elle pouvait me livrer très rapidement, sans minimum de commandes. Enfin, je ne peux pas commander un matelas, mais je veux demain commander 10 matelas, ils vont me livrer 10 matelas. Ce ne sera pas plus cher. Alors que les autres, en général, te disent qu'il faut commander un camion, un container. Donc déjà, par rapport à la trésorerie, c'est quand même un sacré budget. Par rapport au stockage, il faut avoir de la place pour stocker, etc., etc., etc. J'ai choisi vraiment l'une des plus grosses et des plus chères. Depuis le début, j'ai pas changé. Taux de SAV, Quasi je nul. dépasse pas les 10 SAV en l'espace de quelques années sur plusieurs milliers, des milliers de matelas vendus depuis des années. J'ai peut-être eu 10 SAV et encore, je suis même pas sûr d'avoir eu 10. Donc ça, c'est important. Et quand on a voulu déposer la marque, il faut bien déposer une marque, pareil, on est venu me donner des conseils. Oui, tu devrais appeler ta marque matelas Jean-Louis, je sais pas quoi, matelas avec un nom italien, comme ça c'est plus vendeur, etc. Et ils m'ont dit en gros, soit tu mets une marque à toi, mais tu mettras peut-être 15 ans pour qu'elle soit en place, une marque personnelle, soit tu mets un nom un peu plus commun, et là ce sera plus rapide, un nom un peu français ou italien. Et moi j'ai toujours dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es un bon vendeur. Tu as un bon produit, ta marque, tu peux l'appeler Tartampion, les gens, ils s'en fichent. Les gens, ils veulent un bon produit conseillé par une bonne personne. Donc, autant avoir un truc personnel. Donc, j'ai 2 filles, Aïla et Nelia, avec mon épouse, bien sûr. Je crois que c'est même son idée. Et on a décidé tout simplement de mettre la marque en hommage aux enfants. Donc, Aïla et Nelia réunis, ça fait Ainel. D'accord. Et aujourd'hui, quand les personnes viennent essayer les matelas, des fois, ils ne savent même pas ce que c'est la marque. Ah, je veux celui-là. Soit ils me demandent, soit des fois ils me disent, mais attends, c'est quelle marque? C'est ma propre marque, etc. Et surtout quand tu dis que c'est la marque de tes enfants, etc. C'est trop mignon, so cute, je sais pas comment dire en anglais. Et en général, ça plaît. Il y a personne qui m'a dit aujourd'hui, ah non, j'achète pas parce que c'est pas une grande marque connue, etc. En général, ils vont sur Google, ils regardent un peu les avis, etc. Ils voient sur les réseaux sociaux la présence, le fait de montrer également ton visage, c'est rassurant. J'ai des personnes qui achètent parce que pour eux, j'ai un visage qui les rassure. J'ai une manière de communiquer qui leur plaît. Ça change, voilà, c'est pas... J'essaye d'être un bon communicant, un bon vivant,
Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est juste de montrer de la positivité sur les réseaux sociaux. Euh, Il y a un pote l'autre jour qui m'a dit, mais toi, attends, je te demande pas si ça va, ça se voit que ça va bien, tu voyages, tu, euh, tu profites de la vie, je vois que tu vends bien, là t'es en Tunisie, là t'es avec cette star-là, là t'es avec ce footballeur, je te demande même pas si ça va, ça se voit que tu vas bien. Donc je prends pas de tes nouvelles. Ouais, Je te promets. Et je lui dis, mais attends, si j'allais mal, je le mettrais. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode de pleurer sur les réseaux sociaux. Quand ça va pas, bah, les gens pleurent. Et ça fait des vues de pleurer sur les réseaux sociaux. Ça fait des likes. Mais moi, je suis contre ça. c'est pas influenceur. Je suis pas influenceur et tout le monde a des problèmes personnels. Tu as des problèmes avec ta société. Tu as des jours où l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est un jour, c'est les montagnes russes. Un jour, tu as vendu 20 matelas. Le lendemain, 0. Le lendemain, 3. Pendant 3 jours, 0 et 50 d'un coup. Tu vois? L'autre jour, c'était calme. Bah, il y a un hôtel qui m'appelle, il me prend 25 matelas. D'accord. Tu vois? Mais faut rien lâcher. Faut faire des vidéos. Voilà. Au début, je faisais des vidéos, j'avais 10 vues dans la journée, 3 vues, 4 vues. Aujourd'hui, je monte à 50, 60, 90 000 vues. Et aujourd'hui, vu que je suis certifié sur Snapchat, ça me fait rire parce que les personnes qui me calculaient pas avant, bah, m'envoient maintenant des messages en me disant, hey, frérot, comment on peut faire pour être certifié sur Snapchat? Est-ce que tu peux nous aider? Alors qu'ils te donnaient pas l'heure avant. Tu vois? Ouais, Ça rassure. ouais, je comprends. Donc, et vraiment, c'est promouvoir l'importance du travail, de la persévérance, ne rien lâcher, et de montrer que des choses positives. Tu veux prendre des nouvelles, tu m'appelles. Tu viens me voir. Ou bien on va me poser des questions un peu indiscrètes sur les réseaux. Voilà, le réseau, c'est pour le travail. Et c'est ce que je montre également à mes enfants. Je leur dis attention, quand vous voyez papa là, sur Snapchat, sur TikTok en train de filmer, c'est pour le travail. C'est pas pour jouer ou me montrer des trucs, etc. Si j'avais pas de travail, j'aurais peut-être même pas de réseaux sociaux. Si je travaillais en tant que vendeur quelque part. Peut-être j'aurais pas de réseaux sociaux. Mais je sais que je motive certaines personnes qui sont motivées en me voyant. Tu as des personnes qui viennent des fois me contacter en me disant hey, comment est-ce que tu peux me montrer comment on peut être à l'aise devant les caméras? Des fois je rigole, je dis c'est soit tu es à l'aise, soit tu n'es pas à l'aise. Ça s'apprend pas. Moi c'est naturel. Moi je suis naturel sur les réseaux. Il n'y a pas de rôle. Les gens quand ils viennent ici me voir, ils me disent t'es pareil que sur les réseaux. Ouais. T'es cool. Quand tu dis que tu nous accueilles comme il faut, on est trop content quand on vient chez toi. Et voilà. Tu as des concurrents, des fois, qui me cassent un peu du sucre sur le dos. Tu as même la dernière fois un couple, ils sont venus. Ça fait partie du jeu. T'as un... On se comprend quand je dis ça. Ouais, mais moi, que tu me dis, c'est quoi la différence ton matelas avec celui du concurrent? Je te dirais, viens essayer le mien, va essayer le sien et tu choisis. Je dirais toujours ça. Je te dirai jamais que le mien est le mieux que le sien. Jamais. Un couple qui est venu, ils m'ont montré les messages, hein, sans citer de nom. Ils me disent, voilà, ils prennent, etc. Ils valident. Et après ça, ils me disent, regarde, on t'a envoyé un message à toi sur Snap, en te posant la question, c'est quoi la différence tes matelas avec à lui? Ils m'ont montré le message, j'ai dit, écoutez, moi ce que je peux vous conseiller, j'ai pas mal de choix, venez essayer, vous allez essayer là-bas, et vous prenez là où vous vous sentez le plus à l'aise. L'autre, il a répondu, laisse tomber, c'est un voyou, c'est de la merde. À ce point-là, ouais. Viens acheter chez moi parce que l'autre n'est pas bon. Viens acheter chez moi. Moi, je te dis pas si je suis bon. Viens acheter chez moi parce que l'autre n'est pas bon. Moi, je te dis, viens acheter chez moi parce que moi, je suis bon. Parce que moi, je suis très bon et l'autre, il est bon, si tu veux. Ils sont venus, ils ont dit, juste pour ce message, on n'achètera pas chez lui. Il peut avoir les meilleurs matelas du monde, juste le fait d'avoir cassé du sucre sur toi. Alors que nous, on te voit sur les réseaux, on voit que t'es pas un voyou. Et on s'est renseigné, on sait que t'es quelqu'un de bien. Juste pour ça, on n'achètera pas chez lui. On est venu essayer chez toi. Si on n'avait pas trouvé notre bonheur, on n'aurait même pas été chez lui à acheter. D'accord. Mais ils ont acheté. Parce que j'ai du choix. Tu vois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 9 matelas exposés. Tu peux pas avoir un matelas, un modèle. Si tu as un modèle, il peut pas correspondre à plein de mondes différents. Forcément. Tu as des personnes qui font 180 kilos, tu as des personnes qui font 50 kilos, tu as des gens qui aiment les matelas durs, tu as des gens qui aiment les matelas mous, tu as les gens qui suent beaucoup, tu as des gens qui aiment bien avoir chaud quand ils dorment, tu as tellement de critères différents que tu es obligé d'avoir du choix. Tu es obligé d'avoir du choix.
Et quand les gens viennent ici, je te promets, hein, très souvent, ils ont l'impression qu'on se connaît depuis... Et ils disent, on a l'impression qu'on te connaît depuis des années. C'est vraiment ça. Ah, c'est beau. Et je suis plus sur la qualité que la quantité. Même les livreurs, je leur dis, quand le client, ils sont payés à l'heure. Hein. Quand vous allez chez un client, des fois, ils s'assoient, ils mangent avec les clients. Ah ouais. Payés à l'heure. Je suis pas là à leur dire, non, attends, faut y aller. Non, prenez votre temps. Pourquoi? Les clients, ils sont cool, ça leur fait plaisir. S'ils te proposent un café, c'est que ça lui fait plaisir. Ouais, C'est pas c'est par vrai. politesse. C'est vrai. J'en ai livré des clients qui m'ont rien proposé. Ben, ils voulaient pas, c'est pas grave. Mais quand on te propose un truc, un verre d'eau, un café, c'est que ça nous fait plaisir. Bois un café avec. Et derrière ce client-là, ben, il sera content. Tu vas parler de lui, je sais pas, il aime bien le foot, tu vas parler avec lui du PSG, c'est pas grave. Mais derrière, il va t'envoyer des clients. C'est vrai. Le bouche à oreille, aujourd'hui, ça fonctionne super bien. C'est important. Super bien. Et je suis pas dans l'abattage. Chez les clients, je leur dis, vous prenez votre temps. Surtout ce qui manque aujourd'hui, c'est de l'humain. Et de ce que tu me dis, bah, tu apportes ce côté Exactement. humain. Exactement. Des fois, on a livré des clients au 10e étage, ça passe pas dans l'ascenseur. Ils ont dit, ouais, il y a des autres fournisseurs qui sont arrivés. Ils nous ont laissé tout en bas. Ils ont dit, non, nous, on monte pas les étages. Attends, on parle d'un client sur 20, un client sur 30. C'est pas grave, on fait le taf. C'est pas grave. Vraiment la qualité plus qu'à la quantité. Je veux que vous preniez votre temps. Quand on arrive chez le client, je leur ai bien dit, vous enlevez vos chaussures. Des fois, les clients, ils hallucinent. Je leur dis, vous rentrez pas dans une chambre avec vos chaussures. Ils enlèvent toujours leurs chaussures. Et les clients, ils hallucinent. Une fois même, on était parti dans une maison, donc j'enlève mes chaussures avant de monter à l'étage. Et la dame qui engueule son mari. Il dit, regarde, eux, ils habitent pas là, ils enlèvent leurs chaussures, et toi, tu montes avec tes chaussures, et lui, t'es monté avec ses chaussures. Et lui, eux, ils sont pas d'ici, ils enlèvent pas leurs chaussures, et toi, tu les gardes. C'est quoi, ça? Moi, j'étais malade, je dis, ah, désolé. Il me dit, t'aurais dû les garder, comme ça, je me serais pas fait engueuler. Je dis, non, on doit les enlever, frérot. Pas de... Voilà, donc, non, après, les livraisons, c'est du plaisir. Ah, tant mieux si tu perçois comme ça. J'ai fait des repas chez des clients, j'ai des vidéos, laisse tomber. Une fois, j'étais au magasin, j'étais en train de fermer, il devait être 19h30. 19h30, 20h. Je ferme le rideau, il y a un gars qui m'appelle, dans le nord de la France, à côté de Valenciennes, je sais plus comment s'appelle la ville. Il me faudrait, je crois, 4 matelas avec Somi, c'était une vente magnifique. Et j'étais KO. Hein. J'étais KO. Et il me dit, ouais, il me faut ça en extrême urgence. Et je dis, c'est quoi extrême urgence? Ce soir? Il me dit, sérieux? Je dis, bah ouais. Je dis juste, je devais rentrer à la maison, je sais plus, je crois que je devais voir mes enfants avant qu'ils aillent dormir, ou la famille. J'entre, je reviens au dépôt, on va dire à 21h30. Je démarre à 22h. J'arrive chez lui, on lui installe, etc. J'ai la vidéo. Hein. Je pense qu'à minuit et demi, on finit. Il y avait sa maman, sa sœur, etc. Et ils nous ont préparé un festin. Ah ouais. Il m'a dit, ouais, vu que t'es parti direct, je me suis dit que t'avais pas mangé. Il m'a dit, je t'ai attendu pour manger. Ah, c'est beau. Tourne d'eau, des poivrons, des frites. Ah ouais. C'était un truc de fou. Je suis rentré, je crois que j'ai dû partir du Nord vers 2h du matin. Je dû rentrer vers 4-5h du matin. Mais c'était magique. Ah ouais, je veux bien le croire. Hein. Et c'est pas qu'une fois, hein. Ouais. Plein de fois. Plein de fois où je me retrouve à table avec des clients. Parce que, comme je t'ai dit, c'est la famille. C'est vraiment je veux vraiment que le bon stock, quand tu vas chez le bon stock, t'achètes chez quelqu'un, c'est la famille. Tu aides quelqu'un, un jeune entrepreneur, etc. Tu vas pas dans les grandes multinationales. Faut bien avoir une différence. Et la différence, pour moi, c'est vraiment l'humain. Ce qui est bien, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que bah, chez les anciens, dans les années 60, 70, 80, il y avait beaucoup d'artisans, etc., de petits vendeurs comme ça, où nos anciens nous disaient, bon, au moins on se sentait chez nous, on descendait en bas, il n'y avait pas chez le petit marchand, des fois c'était des crédits, mais il y avait ce côté humain. Bah, dans tout ce que tu racontes maintenant, on retrouve ce côté humain, et franchement, ça fait plaisir et c'est plaisant. Exactement. Et puis je livre vraiment tout type de profil. Je peux te livrer des cadres d'entreprise, ou des grands directeurs, ou des grandes personnalités, comme je peux te livrer un mec de 18 ans à la cité. Une fois, j'avais livré c'était à Bobigny, je crois, je sais plus dans quelle cité. J'avais livré tard en plus. Déjà, j'arrive, je rentre dans la cité, je vois un gars avec une cagoule. Oh.
J'avance, je rentre. Et il y a un autre gars qui vient me voir. Il dit, tu fais quoi ici? Et moi, je pensais que c'était le client qui me faisait une blague. Ouais. Et il me dit, je lui dis, bah, je te ramène ton matelas. Il dit, quoi? Quel matelas? De quoi tu parles? Et j'entends en talkie-walkie quelqu'un qui parle. Et je dis, après, j'ai compris que non, c'était pas le client. Je dis, non, non, il y a quelqu'un, il a commandé un matelas, je lui ramène. Et là, après, tu as le client qui arrive avec le T-Max et il me dit, non, c'est pour moi. Tac, et après, je le livre, on monte. Et même à Marseille, ça m'était arrivé, ça aussi. Parce que des fois, je vais livrer en dehors de Paris. J'aime bien ces petites aventures-là. Et voilà, après, bon, plein d'anecdotes également avec des personnalités. J'ai livré pas mal de personnalités qui m'ont contacté soit en bouche à oreille, suite à des conseils de personnes autour d'eux, soit aux réseaux sociaux. Voilà, en général, franchement, que des mecs sympas. Voilà. Magnifique. Que des mecs sympas. Que des mecs sympas. Magnifique. Ouais. Surtout, venez acheter chez le Bon Stock. Il y a de la qualité. Merci beaucoup. De la qualité, de la quantité, il y a tout. Exactement. Ouais. Je vais te laisser, moi, de la fin, un petit conseil aux jeunes, aux entrepreneurs par rapport à ton parcours. Je te laisse la parole. Tu as la caméra devant toi. Le conseil que je peux vous donner, c'est travailler parce que le travail paye. Le travail paye. Soyez sérieux, ne baissez pas les bras. L'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Un jour ça va, un jour ça va pas. Mais il ne faut rien lâcher. Surtout, restez sérieux, restez droit. Soyez honnête, parce que l'honnêteté, le travail, c'est ce qui paye. Vraiment. Soyez honnête avec vous-même, avec les autres. Et voilà, et le reste, ça va aller. Prenez du plaisir, montrez du plaisir. Les gens, ils veulent voir des gens heureux dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, moi, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est « Fais un métier que tu aimes et tu ne travailleras plus jamais de ta vie ». Aujourd'hui, je kiffe tellement ce que je fais que c'est même plus un travail, c'est un plaisir. Voilà, donc travaillez dur et ça va aller. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Nafa. Merci à toi. C'était le mot de la fin. Merci. C'était super. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec toi, avec toutes ces anecdotes. Et pour les auditeurs, surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et on vous dit à très vite avec un nouvel invité. Merci. Ciao.